Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, c'est important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Donc là, c'est le point sur l'Ukraine du 5 août 2024, deuxième partie. Alors comme c'est une deuxième partie, il n'y aura pas de conclusion et il n'y aura pas de carte militaire. Alors pourquoi là cette fois il n'y aura même pas de conclusion? C'est parce que je me suis aperçu que ma vidéo était déjà très longue, trop longue même. Donc là, pas de conclusion. Donc là, je fais les présentations. Et on arrête là. Donc ça veut dire que cette vidéo est composée de l'introduction et vous aurez les informations générales et ce sera tout. Voilà pour cette deuxième partie. Donc les titres principaux, on a l'arrivée des F-16 en Ukraine avec tout ce que cela implique. Donc quelles seront leur efficacité sur le front éventuel et pourquoi faire, c'est-à-dire quelles vont être leurs utilités réelles, pourquoi les Ukrainiens en ont besoin. Alors bon, évidemment, coupons le suspense tout de suite, puisque les médias nous disent déjà le pourquoi. Les F-16 permettront de détruire les avions qui lancent des bombes planantes. Voilà, leur utilité principale sera cela. Voilà. Alors ils serviront peut-être à autre chose, défendre une ville, je ne le sais pas réellement et personne ne le sait exactement. Mais voilà, nous ce qu'on nous dit dans les grands médias, c'est que ça servira principalement à essayer de détruire les avions russes qui lancent des bombes planantes. Vu qu'ils ne peuvent pas détruire les bombes planantes en elles-mêmes, eh bien ils vont essayer de détruire les avions qui les envoient. Ensuite, en deuxième titre principal, on aura un grand article du New York Times qui va nous donner un point sur comment se passe le conflit réel entre l'Ukraine et la Russie, donc les forces armées ukrainiennes et les forces armées russes, sur le front en Ukraine. Donc ça va nous montrer comment ils vivent cela et la nouvelle tactique russe d'attaquer avec des buggy et des motos. Donc nous allons voir ça. Et enfin, on va parler du dernier coup médiatique ukrainien, puisque Kiev prétend avoir coulé avec un seul missile le sous-marin russe Rostov-on-Don qui était dans le port de Sévastopol. Alors il faut savoir que ce sous-marin Rostov-on-Don avait été prétendument détruit le 13 septembre 2023, où il était en cale sèche, par deux Storm Shadow. Et effectivement, à cette époque-là, on avait dit que c'était deux Storm Shadow, et les Russes avaient montré la photo du sous-marin quelques temps après, où on voit deux beaux trous. On va les voir de toute manière ici, qui montrait qu'il avait été effectivement gravement touché. Mais il a été réparé 11 mois, un peu moins de 11 mois plus tard, 10 mois plus tard exactement. Il a été réparé et là il a été à nouveau touché d'après Kiev. Alors la première fois, Kiev dit avec deux Storm Shadow, il a explosé, détruit le Rostov-on-Don. Il s'est avéré que c'était un mensonge, que c'était faux. Le ministère britannique avait dit qu'il n'était pas possible de le réparer ou faudrait des années et des centaines de millions de dollars pour le réparer. Ça, c'était les Britanniques qui disaient ça. On va regarder ça avec les preuves, les articles et tout. Bon, c'était un gros mensonge. Au final, il a été réparé. Ça a pris une dizaine de mois à peu près. Et là, cette fois, il aurait été coulé. Alors avec deux missiles, ils n'arrivent pas à le rendre irréparable, mais avec un seul missile, ils arrivent à le couler. Ils sont très forts. Et la première fois, ils ont dit que c'était deux Storm Shadow, et là, on ne sait pas. Là, c'est le mystère. On ne sait pas avec quel missile. Un attaque MS, un Storm Shadow, là, on ne sait pas.
comme par hasard. Là, on n'a aucune information. Alors évidemment, il n'y a aucune preuve et vous allez voir que certains grands journaux internationaux se méfient maintenant beaucoup de toutes les annonces ukrainiennes. Alors en même temps qu'avoir coulé ce sous-marin, Kiev prétend aussi avoir détruit 4 systèmes complets S-400 en Crimée. Bah oui, comme ça leur permettait d'expliquer le fait que leurs missiles soient passés à travers les mailles du filet. Alors il faut savoir que le port de Sébastopol, c'est l'endroit le plus sécurisé en système antiaérien du monde. Je dis bien du monde. Donc c'est l'endroit le plus sécurisé de la zone de front. C'est l'endroit le plus protégé de Russie. On inclut la Crimée dans la Russie. Donc voilà, il y a plein de systèmes antiaériens là-bas. C'est pour ça que quand il y a eu les 5 attaques MS sur la plage de Crimée, juste au nord, à quelques kilomètres au nord de Sébastopol, les 5 attaques MS ont été interceptées. Tous. Et à chaque fois, il y a eu des dizaines et des dizaines d'attaques MS qui ont été tirées sur la Crimée. Quasiment tous, je dis bien quasiment tous, ont été interceptés. Donc, et là, bon, bah, on va étudier ça. Bref, hein, je ne vais pas être trop long non plus. On va étudier ça et vous allez voir que c'est extrêmement louche comme d'habitude. Faut pas oublier que les Ukrainiens, ils ont un historique. Et vous allez voir que l'historique des Ukrainiens de mensonges a été pris en compte dans les grands médias. Et on va le voir en article. Allez, commençons. Alors, on va commencer par la fameuse livraison de F-16 en Ukraine. Donc là, on a un article du New York Times qui nous dit « L'Ukraine a reçu des avions de combat F-16 selon Zelensky ». Le président Volodymyr Zelensky n'a pas précisé si ces avions avaient déjà effectué des missions de combat. La pénurie de pilotes formés et le nombre limité d'avions limiteront leur impact immédiat. Bah oui, alors ça c'est un terme fleuri pour dire que cela n'aura aucun impact sur la guerre en réalité, bien entendu. Alors bon, ça c'est blabla pour dire on a besoin de F-16. Et là, que lit-on? Les responsables occidentaux ont déclaré cette année que 6 avions seulement pourraient arriver en Ukraine d'ici l'été. Selon les responsables américains, une vingtaine de pilotes ukrainiens devraient être capables de piloter ces avions cette année. Bon, je traduis, ça veut dire que là, il y aurait donc 6 avions qui seraient arrivés. Je dis bien qu'ils seraient arrivés, si l'on en croit le New York Times ici. Parce que là, une chose qu'on ne vous dit pas dans les médias, c'est qu'on ne sait pas quel pays a livré ces F-16, on ne sait pas et on ne connaît pas leur nombre. Alors si on se fie déjà au New York Times, on sait qu'ils sont 6, puisque c'est pour l'été, normalement. Et peut-être, vu qu'il y aurait une vingtaine de pilotes ukrainiens qui seraient capables de piloter ces avions, et que ça veut dire seulement une dizaine de F-16 pourraient être pilotés, puisqu'il faut au moins 2 pilotes pour chaque avion, ça voudrait dire qu'il y aurait cette année, donc on suppose après l'été, d'ici la fin de l'année, une dizaine de F-16. Donc 6, là, cet été, et une dizaine après, donc on en ajouterait 4 plus tard. Voilà. Donc voilà, déjà on a ça. On a John Kirby, le porte-parole de la Maison-Blanche pour la sécurité nationale, a déclaré la semaine dernière à l'édition ukrainienne de Voice of America que les avions seraient prêts à voler d'ici la fin de l'été, ajoutant il n'y a aucune raison d'en douter. Voilà, bon ça ce sont les faits qu'on daigne nous dévoiler. C'est-à-dire à la fin de l'été, ben, normalement ils seraient prêts à voler. Super. Donc là, je résume, d'ici la fin de l'été, on va avoir 6 F-16 capables d'exercer leur activité de combat en Ukraine. 6. Et plus tard, on en aurait 10.
Voilà. Maintenant, je vous montre un autre article de NPR. Et NPR nous dit, bon bah voilà, livraison de F-16. Zelensky a déclaré que l'Ukraine estime avoir besoin de plus de 100 avions. Alors exactement, il a dit qu'il lui en faudrait entre 120 et 130, plus exactement, de fabrication américaine pour contrer efficacement la Russie, qui possède plus de 1000 de ses propres avions de combat. De nombreux analystes militaires estiment que les F-16 aideront l'Ukraine, mais ils ne devraient pas entraîner de changements majeurs dans la trajectoire de la guerre. Ils estiment également que l'Ukraine utilisera ses avions de combat principalement pour contrer les attaques aériennes russes. Ils soulignent que la Russie dispose de solides défenses aériennes et que les F-16 seront vulnérables lors des opérations offensives. Alors oui, c'est un euphémisme, effectivement. Ils seront vulnérables parce que côté russe, car en face des F-16, il y a plusieurs systèmes antiaériens qui sont pas très loin du front. Attention, ils sont pas au front, hein, mais pas très loin. Alors il y en a très peu de déployés en Ukraine, mais nous avons quand même des S-300. Alors il y a deux versions, il y a la version VM qui peut détruire une cible à 350 km et la version V4 qui peut détruire à 400 km. Alors comme je l'ai déjà dit, il y en a très très peu en Ukraine. Mais si on met vraiment des F-16 qui vont vraiment être utilisés, bah, les Russes apporteront plus de systèmes antiaériens. Donc je vous ai dit, il y a les deux versions de S-300, mais il y a aussi bien entendu le S-400. Donc le S-400 qui est particulièrement présent en Crimée, comme les S-300 d'ailleurs, qui peut détecter une cible à 600 km et la détruire à 400 km. Donc ça c'est S-400. Et je ne vous parle pas du S-500, mais il n'y en a pas en Ukraine, qui est le summum, puisque le S-500 c'est la version supérieure au S-400. Bon, je ne vous parle même pas de cela, et ils ne sont qu'en Russie. Et comparé au système Patriot, hein, PAC 3, dernière version, qui a une portée de 40 à 60 km. Je dis ça, je dis rien. Alors certes, le F-16, quand même, va être doté, là c'est un F-16, hein, d'un AI M120. Donc c'est ça, c'est celui-là, l'AI M120. Comme le dit son nom, quand il a été fabriqué, il pouvait faire jusqu'à 120 km de portée. La dernière version peut aller à 160 km de portée, ce qui est très bien, hein, c'est un très bon missile RR longue portée. Le problème, c'est que bah, les Russes ont le R-37M, RR à longue portée, voilà, dont la portée va de 300 à 400 km et qui peut être utilisé par des Sukhoi 34, Sukhoi 35 et MiG-31. Alors voici un article du London Politica, donc un journal anglais, qui nous dit le R-37M LRAM a établi le record de destruction RR à plus longue portée en Ukraine. Comment l'OTAN et l'Occident se comparent-ils à la technologie RR chinoise et russe? Et là, on lit fin octobre, un Sukhoi 27 flanqueur ukrainien, un chasseur de l'air soviétique, a été abattu par un missile RR longue portée, LRAM, le R-37M. Ce n'est pas le premier avion ukrainien à être abattu depuis le début de l'invasion russe en février, mais il s'agit néanmoins d'un exploit important pour l'armée de l'air russe, car le R-37M a abattu le Sukhoi 27 ukrainien à une distance de 217 km. Cela ferait de cette destruction la plus longue jamais enregistrée. Le R-37M est un missile RR longue portée hypersonique capable d'atteindre Mach 6 et de frapper des cibles jusqu'à 400 km. Donc vous voyez que là le F-16, il aura fort à faire entre les systèmes antiaériens et les avions en plus dotés d'un énorme radar, hein, le Sukhoi 34, le Sukhoi 35 ont des radars infiniment mieux et beaucoup plus puissants
que le F-16, puisque le F-16 ne peut détecter une cible qu'au maximum, en admettant que c'est la dernière version de F-16 avec le meilleur radar, il pourra détecter à 200 km une cible. Alors que le MiG-31, comme on peut le voir sur Global Defense News, donc un site spécialisé américain militaire, le MiG-31, lui, il peut détecter des cibles à 400 km et en suivre 24 simultanément. C'était à noter. Voilà. Donc le MiG-31, qui a un radar énorme. Mais bon, le Sukhoi 35 et le Sukhoi 34 aussi. Hein. Mais c'est le MiG-31 qui a le plus gros radar. Donc le double du F-16. Et sachant que le missile du MiG-31, etc., quoi, le R-37M, lui peut atteindre une cible entre 300 et 400 km. Au maximum 400 km. Donc vous voyez que le F-16, il ne peut pas s'approcher vraiment trop de la ligne de front au risque de se faire détruire, bien évidemment. Et je vous rappelle qu'un F-16 a une portée opérationnelle de combat d'environ 550 km. Concernant le rayon d'action du F-16, le rayon d'action au combat réel, c'est 550 km, comme on peut le voir ici. Avec des missiles. Hein. Voilà, sans missiles et sans réservoir largable, c'est 900 km à peu près. Et avec deux réservoirs largables, il peut aller jusqu'à 3000 km. Mais voilà quoi, mais dès qu'il a des missiles, c'est terminé. Alors là, c'est juste une petite carte pour vous montrer la notion de distance avec des F-16. Alors là, vous voyez Kiev qui est en gros au milieu de l'Ukraine, mais plutôt vers le nord, et là où seraient les F-16. Hein, la plupart des experts disent que ce sera dans l'oblast de Lviv. Je ne sais pas si c'est exact, c'est ce que j'ai entendu parler, alors peut-être que c'est faux, hein, mais en tous les cas, j'ai entendu parler que ce serait dans l'oblast de Lviv, pas loin de la Roumanie, là où il y a la plus grande base aérodrome, surtout pour les F-16. Apparemment, il y a pas mal de F-16 en Roumanie, donc il y a la bonne piste d'atterrissage, toutes les pièces de rechange, les techniciens ultra pointus pour faire la maintenance. Voilà, ce serait en Roumanie. Alors maintenant, après, je ne sais pas hein, la vérité ou non, mais en imaginant que les F-16, donc allez, on va dire, soient dans la région ouest pour éviter qu'ils soient trop vulnérables par rapport à des tirs de missiles du type Iskander, Zircon ou Kinjal, voilà, eh bien, ils seraient plutôt à l'ouest. Donc imaginons qu'ils sont ici. Je vous ai dit que la portée opérationnelle d'un F-16 en combat, c'est-à-dire avec des missiles, c'est 550 km. Là, vous voyez le front, là, on est à 974 km. Là, on est à 768 km. Hein. Alors, en imaginant que, bon, bah, il y ait des bases en Moldavie, ou je sais pas moi, ou en Pologne ou en Roumanie, bon, de toute manière, s'ils décollent dans cette zone-là, comme beaucoup d'experts le disent, vous voyez, entre là et là, on a dit qu'il y a 974 km. Faut pas oublier que l'avion, il doit faire un aller-retour. Alors vous allez me dire, oui, mais il suffirait qu'il ait des réservoirs supplémentaires. Mais oui, mais comme je l'ai dit précédemment, des réservoirs supplémentaires, c'est énorme et ça augmente la signature radar. Ce qui veut dire que l'avion est une grosse tache sur l'écran radar russe. Donc il se voit comme le nez au milieu de la figure, donc il est vulnérable. Il faut savoir que la portée des missiles, par exemple, on parlait de l'AIM-120, d'une portée maximale de 160 km, ça c'est quand vous volez haut. Parce que plus vous volez haut, bah, plus la portée du missile est grande. Hein.
Il faut savoir que bon, bah, plus vous volez haut, plus vous êtes visible sur les radars ennemis. Donc idéalement, l'avion doit raser les pâquerettes pour être le moins visible possible sur les radars. Ensuite, monter en cloche, tirer son missile et ensuite revenir au ras des pâquerettes. Le problème, c'est euh, quand vous êtes à très très basse altitude, je dis n'importe quoi, par exemple 50 mètres, eh bien l'air est dense. Et plus vous volez bas, bah, plus vous consommez du carburant. Et oui. Donc, bref, et puis évidemment, vous ne pouvez pas tirer à basse altitude. À très très basse altitude, vous ne pouvez pas tirer. Parce que là, vous consommez le carburant du missile, qui tout d'un coup, au lieu d'avoir une portée de 160 km, en tir idéal à haute altitude, eh bien, aurait plus qu'une portée de 80 km par exemple. Je dis n'importe quoi, c'est un exemple pour vous dire que la portée devient largement raccourcie. Voilà, donc c'est tout un tas de problématiques. Donc, évidemment, bon, encore une fois, je comprends les experts. À l'ouest, il y a une relative protection du fait de la distance, mais je vois pas un avion être ici, quoi, avoir un aérodrome au milieu de l'Ukraine, par exemple. Voilà, ce qui ferait plus sens pour un F-16 au niveau de la portée du F-16. Bref, voilà tout ce que je pouvais vous dire concernant le F-16 avec la carte. Il faut pas oublier que le F-16, c'est un très très vieil avion. Hein, c'est un avion des années 70. Faut pas l'oublier. Il n'a aucune furtivité. Zéro furtivité. Alors ça, c'est sans les missiles. Avec des missiles, et encore pire, avec des réservoirs largables, parce que c'est encore pire que les missiles, eh bien, je parle au niveau de la détection. Eh bien, le F-16 est une énorme tâche sur un radar ennemi, parce que le F-16 se voit comme le nez au milieu de la figure. C'est ce qu'il y a de pire du pire, présentement sur un théâtre opérationnel de combat. Et dès que vous mettez des missiles, c'est terminé. Par exemple, le Rafale a une assez faible surface radar quand il a rien sous les ailes. Mais dès que vous lui mettez des missiles sous les ailes, bah, le Rafale, c'est pas vraiment mieux qu'un F-16. C'est légèrement mieux, mais pas plus. Donc dès que vous mettez des missiles de toute manière sous les ailes, eh bien l'avion devient extrêmement détectable. C'est pour ça que les derniers avions de dernière génération ont les missiles en soute. Voilà, afin d'avoir une vraie furtivité. Donc les missiles et les réservoirs largables, c'est terrible pour la furtivité, parce que vous perdez tout en furtivité. Donc tout ça, c'est pour vous faire comprendre qu'avec un rayon d'action opérationnel de 550 km à peu près, c'est ridicule. Et évidemment, l'aérodrome, si jamais ils mettent réellement des avions sur un aérodrome en Ukraine, vraiment en Ukraine, ce sera forcément dans l'ouest de l'Ukraine et très probablement dans l'oblast de Lviv, c'est-à-dire à côté de la Roumanie, parce que c'est en Roumanie qu'il y a les vraies pistes, qu'il y a les F-16, qu'il y a les formations, etc. La Roumanie, c'est l'aéroport, quoi, l'aérodrome, pardon, de référence pour les F-16 à côté de l'Ukraine. Donc c'est la Roumanie, c'est le QG si vous voulez. Il y a tout là-bas pour les F-16, les bonnes pistes d'atterrissage, etc. Chose que n'a pas l'Ukraine. Donc il va falloir qu'ils aménagent. Alors évidemment, tout est possible, hein. Mais bon, vous voyez, après, avec tout ce que je vous ai dit, des F-16 qui s'approcheraient du front pour abattre soi-disant des avions russes qui larguent des bombes planantes, parce que c'est ce qu'on vous dit dans les médias, hein. On vous dit ça servira à ça, hein, hein. C'est-à-dire à abattre des avions qui larguent des bombes planantes, c'est à mourir de rire. C'est à mourir de rire. Alors heureusement que bon bah les médias n'y connaissent rien, donc
on peut pas trop les blâmer, ils répètent la propagande des militaires occidentaux, parce qu'ils n'ont pas le choix, ils n'y connaissent rien, donc ils le répètent, on peut pas trop les blâmer. Par contre, c'est de la propagande pure et simple. Un F-16, comparé aux avions russes en face, c'est du grand n'importe quoi. Du grand n'importe quoi. Là, je viens de vous le démontrer. Alors évidemment, faut savoir tout ça. Alors c'est pas nos généraux de plateau, nos colonels de plateau qui savent tout ça. Eux ne savent strictement rien. Ils ont que des bribes d'infos quand ils lisent le New York Times le matin ou le journal Le Monde. Voilà, c'est tout ce qu'ils ont comme information, eux, ces experts de plateau. Ils n'y connaissent absolument rien. Donc, sans compter évidemment toute la logistique, le manque de formation des pilotes ukrainiens, et puis ça va prendre des mois, donc voilà, donc c'est complètement ridicule. J'ai pas été exhaustif, hein, parce que je veux pas être trop long non plus, hein, parce que je pourrais en parler très longtemps des difficultés inhérentes au F-16, hein, la logistique, les pièces de rechange qu'il faut avoir, la vingtaine de techniciens spécialisés par F-16, etc., etc. Hein. Je vous passe plein de détails. Hein. Bref, c'est à mourir de rire. Alors, pour les connaisseurs, c'est très drôle, mais pour ceux qui n'y connaissent rien, ça va tout changer. Ah ouais, ça va tout changer. Hein. Non, ça va changer strictement rien. Et en plus, c'est pas en jetant une poignée d'F-16 en Ukraine que vraiment ça va faire quelque chose. Et en plus, vous vous doutez bien que ça va faire comme les chars, hein, c'est-à-dire qu'ils vont même pas oser en réalité les faire approcher du front parce qu'ils auront tellement peur que le F-16 soit détruit et puis ça ferait une telle réputation qu'ils oseront pas ça. Donc c'est que de la communication, et là ce seront mes derniers mots, parce que sinon je vais être trop long. Donc c'est que de la communication, comme tout, comme l'envoi des chars, comme les obusiers César. C'est que de la communication. On vous dit ça va changer la donne, c'est des armes magiques, ça ne changera absolument rien. N'oubliez pas, tout est de la communication. C'est que pour rassurer les peuples occidentaux. C'est tout. Bon, les vrais connaisseurs, le Pentagone, etc., savent très bien ce qu'il en est. Hein. Ils le savent très bien, parfaitement. Hein. Ils en connaissent beaucoup plus que moi même. Mais bon, on fait marcher la communication jusqu'au bout, jusqu'aux derniers Ukrainiens. Voilà, et j'arrête là pour le F-16. Alors là, on va regarder un article du New York Times, un article qui pourrait être étonnant puisque, que nous dit le gros titre? Après de violents combats, l'Ukraine perd 2 villages durement gagnés. Alors ça semble d'une telle banalité après 2 ans et demi de guerre entre l'Ukraine et la Russie. C'est tellement banal que pourquoi en faire un article? Eh bien là, ils en ont fait un article parce que cela montre présentement l'état du front Ukraine-Russie typique de nos jours. Je dis bien de nos jours, pas d'il y a 1 an ou 2 ans, mais de nos jours. Donc effectivement, c'est intéressant à voir, donc nous allons suivre ça. Donc on nous dit, c'était comme un combat entre 2 meutes de chiens, a déclaré un officier décrivant la lutte pour l'un des quartiers Urozane, mais il est arrivé à un moment où cela n'avait plus de sens de garder les gens là-bas. Alors c'est la traduction Google, hein. Les gens là-bas, là, il faut comprendre les soldats hein, sur place ukrainiens. Alors, regardons cela. L'article est très long hein, parce qu'ils font une description assez précise. Je n'ai surligné en jaune que les parties les plus pertinentes. Le récit de la défense acharnée et de la perte d'Urozane et de Staromayorsk a été reconstitué à partir de conversations avec des soldats ukrainiens qui ont servi dans ces villages, ainsi que grâce à la publication d'un survivant sur les réseaux sociaux. Les publications officielles russes sur les réseaux sociaux ont confirmé de nombreux détails. Ah, alors déjà, ça c'est intéressant,
puisque là, maintenant, le New York Times met sur un point d'égalité quant à la véracité des conversations des Ukrainiens comparée aux publications officielles russes sur les réseaux sociaux. Alors déjà, et en plus, secondairement, ils utilisent les publications officielles pour confirmer les détails dits par les conversations des soldats ukrainiens. Alors ça c'est bien, c'est une évolution, puisque d'habitude dans les médias, tout ce qui vient de la Russie est faux, nul et non avenu. Bon, en réalité c'est inversion accusatoire. Tout ce qui vient de l'Ukraine, comme je l'ai démontré depuis plus de 2 ans, est faux pour ainsi dire systématiquement, et je dis bien systématiquement, hein, avec presque aucune exception. Presque aucune. Il y en a quelques-uns, mais qui sont tellement connus, comme par exemple la destruction du navire Moskva, ça, nul ne pouvait le nier. Alors quand les Ukrainiens ils ont dit qu'ils avaient coulé le navire, bah là pour le coup c'était vrai. Personne ne pouvait le nier. Bon, à part de rares exceptions comme ça, tout ce que déclare l'Ukraine est faux. Et je l'ai démontré en plus de 2 ans, 2 ans et demi maintenant, que je fais des vidéos, et je dis bien je l'ai démontré avec des preuves, hein, et même avec des articles ukrainiens, de grands journaux ukrainiens. Mais je m'arrête là, c'est pas le sujet là de cet article. La perte de ces villages fut un coup dur pour l'Ukraine, survenant dans un contexte de gains russes récents sur de nombreuses parties de la ligne de front de 600 miles. En gros, 1100, 1200 km à peu près. Et parce que l'infanterie de marine ukrainienne s'était battue si durement pour les capturer lors de la contre-offensive sanglante. Au cours des 3 mois de combat dans le village, jusqu'à 100 hommes ont été tués ou portés disparus, et les commandants s'attendaient aux récriminations du haut commandement militaire qui exige généralement que ces soldats tiennent leur position jusqu'au bout. Alors là, je l'ai souligné parce que c'est très intéressant. Parce que là, c'est enfin dit dans un grand média, enfin, clairement, que le haut commandement militaire, c'est-à-dire Zelensky, hein, c'est lui qui décide avec Sierski, qui exige généralement que ces soldats tiennent leur position jusqu'au bout. Alors ça c'est bien, car ça fait plus de 2 ans et demi que je vous dis que la position de l'Ukraine a toujours été comme ça, parce que Zelensky l'a toujours voulu comme ça. Il ne faut pas céder un pouce de terrain à la Russie. C'est ce qu'a déclaré Zelensky à maintes reprises. Et c'est ce qu'il a exigé de Valéry Zaloujny au début. Valéry Zaloujny, l'ancien chef d'état-major, s'est engueulé plein de fois avec Zelensky. Et l'a même dit carrément à 3 reprises dans The Economist, ce qui avait fait hurler Zelensky. C'est pour ça qu'il a viré de l'état-major Valéry Zaloujny, malgré sa relative popularité en Ukraine, puisqu'on en a fait un héros national de Valéry Zaloujny, alors qu'il est archi mauvais. Mais bon, c'est pas grave. Et pour l'écarter du pouvoir, on l'a nommé ambassadeur à Londres. Voilà. Donc Valéry Zaloujny s'insurgeait contre le fait qu'on utilise ses troupes comme de la chair à canon, et Zelensky a jamais changé d'avis. Et quand il a nommé Sierski, eh bien Sierski, lui, il a bien obéi à Zelensky, et ça a été comme ça à Bakhmut, Mariupol, Soledar, etc., etc. Ça n'a jamais changé. Jamais. Donc là, je suis content que le New York Times le dise très clairement. Les soldats et les officiers qui étaient présents dans les 2 villages ont déclaré qu'il n'y avait aucun civil vivant là-bas. Ça, c'est bien de le préciser. Et que les maisons étaient tellement détruites qu'il n'y avait plus rien à défendre. Alors ça, c'est bien, parce que tout ça, c'est la vérité. C'est vrai. Et ça, c'est les Ukrainiens qui le disent. Il y avait tellement de choses qui volaient dans tous les sens que les blessés ne pouvaient être évacués que la nuit. Effectivement, c'est vrai que les blessés, là en ce moment, on les évacue que la nuit, 2 jours, c'est beaucoup trop dangereux, a-t-il expliqué.
Il est donc arrivé un moment où il n'était plus logique de garder les gens sur place. Encore une fois, attention, traduction un petit peu mauvaise, on parle des soldats. Il n'était pas logique, bien évidemment, parce que on vient de lire précédemment qu'il n'y a plus de civils depuis longtemps. Donc là, c'est des soldats. Donc là, oui, effectivement, la fin, quand elle est arrivée, a été rapide comme l'éclair et a forcé une retraite rapide du village. Et vous allez voir pourquoi dans cet article, pourquoi la fin était très rapide comme l'éclair. Vous allez comprendre pourquoi après. Les médias officiels russes ont décrit les mêmes événements. Une unité de fusiliers motorisés et des équipages de chars du groupe Vostok ont épuisé l'ennemi, créant des conditions propices à l'assaut final, a rapporté un journaliste des troupes russes sur la première chaîne. C'est Rassia Adin en russe. Ensuite, des groupes blindés avec des unités d'assaut sont sortis de 3 directions. Alors là, c'est très intéressant. Alors, on aura le détail après dans l'article, mais là, je vous le dis tout de suite pour bien vous expliquer. Là, c'est la tactique russe qu'ils appliquent depuis quelques mois maintenant, mais ça fait que quelques semaines que c'est dans les médias anglo-saxons, et évidemment, nous, comme on est toujours en retard, ça fait que depuis quelques jours que les médias français en parlent. Donc en gros, la nouvelle tactique russe pour éviter les attaques de drones, même si évidemment rien n'est infaillible et ils les évitent jamais complètement, mais bon, c'est d'envoyer des chars ou des véhicules blindés à toute vitesse sur un village et derrière eux des unités motorisées légères du type buggy ou motocross. Et donc, comme les cibles privilégiées par les drones, c'est les chars et les véhicules blindés qui agissent comme des appâts et qui foncent à toute vitesse sur le village qu'ils veulent prendre, eh bien, les motos sont relativement tranquilles. Je dis bien relativement parce que ça n'empêche pas que de temps en temps, ils se prennent un drone sur la tête. Hein. Évidemment, on n'est pas invincible sur une moto. Hein. Invulnérable, je veux dire. Voilà, donc ça c'est la nouvelle tactique russe. Alors pourquoi ils font cela? Eh bien, encore une fois, chars et véhicules blindés qui servent d'appât, les motocross qui filent à toute vitesse, des fois en faisant quelques zigzags, c'est pour éviter les drones, et cette nouvelle tactique est uniquement pour éviter les drones ukrainiens. Uniquement pour ça. Hein, pas pour une meilleure efficacité de prise de village, mais pour éviter les drones au maximum. Vous allez me dire, à la fin, ça donne une meilleure efficacité pour prendre le village. Certes, mais c'était pas le but premier, ces nouvelles tactiques russes. Donc ça, c'est très intéressant rapporter ici. Et évidemment, la tactique russe qu'on appelle guerre d'attrition ou guerre d'usure, bah, c'est qu'on épuise l'ennemi, et une fois que l'ennemi est épuisé, donc créant les conditions propices à l'assaut final, on lance l'assaut. Alors bien sûr, ça c'est s'il dispose à un moment donné d'un char, d'un véhicule blindé, etc. Quelquefois ce n'est pas le cas et ils n'ont que les buggy et les motos, voire même que les motos. Donc cela dépend. Mais bon, encore une fois, c'est pas la panacée non plus. C'est plus difficile pour un pilote de drone d'atteindre une motocross, mais ce n'est pas impossible non plus. Hein. Il est déjà arrivé que des motards se fassent tuer avec des drones, bien évidemment. Mais c'est beaucoup plus difficile côté ukrainien. Surtout qu'avant, un drone qui s'explosait sur un véhicule blindé, ça pouvait faire plusieurs blessés d'un coup, voire plusieurs morts. Alors que là, de toute manière, au mieux pour l'Ukraine, ce sera un drone, un mort. Voilà. Donc c'est un avantage tactique significatif sur le terrain militaire. Bref, continuons. La première chaîne a rapporté que les marines russes ont, alors les marines, c'est les Marines, hein, ça n'a pas été traduit, que les soldats russes ont mené l'assaut principal utilisant des buggy pour une attaque rapide sur village.
À noter que les Russes mettent souvent des cages sur les buggy pour se protéger des drones. Et quand il n'y a pas de cache sur les buggy, souvent ils mettent des systèmes anti-char. C'est les systèmes portables anti-char du type Javelin. Eh bien, ils les montent sur les buggy souvent. Nous l'avons dégagé si rapidement que les gars ne s'en sont même pas rendus compte. En 1 heure et demie, peut-être 2 heures, a déclaré au journaliste un soldat russe qui a donné son indicatif d'appel Horse. L'unité de marque, c'est-à-dire côté ukrainien, reçut l'ordre de se retirer à travers les champs car la route était sous contrôle russe. Cela commença de manière ordonnée, mais en quelques heures, ce fut une course désespérée sous les tirs d'obus, laissant derrière eux des blessés et des morts. Les drones ennemis survolaient constamment les groupes en retraite, ajustant l'artillerie ennemie, a écrit Marc. 1 heure plus tard, il a été pris dans une explosion et blessé aux 2 jambes. Je ne pouvais plus continuer, a-t-il écrit. Il y avait un autre homme blessé avec moi. Donc c'est terrible parce que pendant leur retraite, ils sont visés par les drones kamikazes, mais aussi par les drones de reconnaissance qui les ciblent et qui donnent l'information à l'artillerie ennemie qui permet à l'artillerie russe de tirer sur les fuyards. Donc évidemment c'est terrible côté ukrainien. Les Russes ont hissé leur drapeau sur le village ce soir-là, mais le plus difficile a été de tenir le village alors que les drones ukrainiens commençaient à les attraper, a déclaré le soldat russe Horse. Ils ont tiré avec tout ce qu'ils avaient, a-t-il dit à propos des Ukrainiens. Le ciel était noir à cause de leurs drones. Donc ce qui prouve que les Ukrainiens ont beaucoup de drones. Ils en ont beaucoup. Là, on en a une preuve. Bah, tant mieux pour eux. Au moins, ils ne sont pas dépourvus de drones. Dans les conversations qui ont suivi la chute du village, les soldats du front voisin ont déclaré qu'ils ressentaient les effets de 3 assauts russes de grande envergure en octobre, novembre et février, puis de 3 mois de combats intenses à Urozhaine. Ils ont décrit les troupes d'assaut russes comme une force déterminée et motivée. Et là, on arrête là. Ils essaient constamment d'attaquer nos positions, la plupart du temps par petits groupes à moto, a-t-il dit à propos des troupes russes. Ils pénètrent dans les rangées d'arbres et s'y retranchent, ils se propagent comme des cafards. Vous voyez? Donc là, on en finit là. C'est pour vous montrer que bon bah ça c'est typique. Donc vous voyez, bon là c'est pas montré, mais dans une autre image on voit. Lui, il arrive à moto, il laisse la moto dans les broussailles, peu importe où, et hop, il continue à pied jusqu'à son objectif. Donc là, bah, comme ça, c'est très difficile, ils sont très difficiles à repérer et à tuer. Hein. Mais la vitesse, la clé là-dedans, c'est la vitesse d'exécution, l'agilité. C'est ça qui compte. Et on peut noter quand même la vaillance des troupes ukrainiennes qui ont résisté 3 mois avec très peu de munitions, quasiment pas d'obus, hein, c'est ce qui est précisé. Donc on peut noter, là faut le reconnaître, la grande vaillance des Ukrainiens qui ne lâchent rien. Donc ça c'était quand même important à dire. Et j'en finis là pour cet article. Alors là, c'est un site intéressant, c'est le Global Defense News, et on apprend un véhicule antimissile nord-coréen Bull C4 aurait été repéré en Ukraine pour la première fois. Donc ça, c'est du 30 juillet. Alors ça, c'est une erreur journalistique, c'est pas du tout un véhicule antimissile. Alors que la guerre en Ukraine se poursuit, les forces ukrainiennes ont signalé la première apparition du système de missiles anti-char à longue portée, le Bull C4 nord-coréen. Donc là, vous voyez l'image réelle et l'image prise en Ukraine et dans la région de Kharkov. Et là, vous le voyez bien là. Alors, c'est un appareil très intéressant. À ma connaissance, les Russes n'en ont pas. Les Russes n'ont pas d'équivalent. Les Russes se reposent uniquement sur les drones kamikazes.
pour la destruction anti-char, ainsi que des missiles spécifiques anti-char pour les Ka-52. Voilà, donc les Russes, au niveau anti-char, concernant les missiles non portables, je dis bien non portables, c'est à ma connaissance que les hélicoptères Ka-52 et les Lancet, voilà, pour l'anti-char. Alors que là, les Nord-Coréens, ils ont une machine de longue portée, donc là les missiles anti-char, c'est l'équivalent des javelines, mais de portée bien plus élevée hein, que les javelines. Donc là, c'est comme s'il y avait 8 javelines, mais de portée, encore une fois, beaucoup plus grande que les javelines. Donc là, on voit que les missiles anti-char guidés Bousley 4 peuvent attaquer des cibles entre 15 et 25 km guidés par fibre optique. Donc c'est du très bon matériel, ce qui prouve que la Corée du Nord, évidemment, c'est pas l'équivalent de la Russie ou des États-Unis, mais ils sont en pointe hein, quand même. Hein. Ils font partie des très bons. Et encore une fois, je le répète, à ma connaissance, les Russes n'ont pas ce type d'engin. Donc bon, évidemment, c'est anecdotique parce qu'il n'y en a que quelques-uns en Ukraine, mais ce qu'il faut surtout comprendre, c'est la coopération militaire Corée du Nord-Russie. C'est surtout ça qu'il faut souligner, parce que bon, c'est symbolique, hein. Mais bon, ce qu'il faut souligner, c'est cette coopération que l'on voit qui est très profonde, puisque là, on a carrément des véhicules blindés anti-chars. Donc, c'était à noter. Là, une information intéressante du site militaire américain Janes qui nous dit: conflit en Ukraine, la Russie produit 4000 drones FPV par jour. Donc, alors FPV, ça veut dire First Person View, hein, donc vue à la première personne. Selon le ministre, donc le ministre c'est Belousov, la Russie produit près de 4000 véhicules aériens sans pilote, donc des drones de vision à la première personne par jour, a annoncé le ministre russe de la Défense Andrei Belousov aux troupes du district militaire de Moscou le 30 juillet. Donc 4000 drones par jour, évidemment ça veut dire que la production russe de drones de ce type est très très importante. Le 2, 3 et 4 août, les Ukrainiens ont fait une attaque particulièrement massive de missiles et de drones. Alors comme c'est assez exceptionnel, là je vous en parle. Donc on va voir 3 articles d'affilée du site russe Commerçant. Alors au 2 août, on voit une ogive attaque MS tomber et des sous-munitions étaient détruites à Sévastopol. Donc là, c'était à Sévastopol dans la nuit du 2 août. Un missile attaque MS a touché un immeuble de 9 étages dans la rue de Simonka. Il a percé le toit mais n'a pas explosé. Aucun habitant n'a été blessé. Donc là, c'est le site de destruction. Hein. Attention, hein, c'est pas Sévastopol. Hein. Voilà. Outre le missile trouvé dans la rue de Simonka, sur l'avenue Général Oustraïkov, les employés de l'Emercom ont découvert des fragments d'un autre missile attaque MS et de nombreuses sous-munitions provenant de celui-ci. Donc là, je vous montre très vite. Voilà, comme vous pouvez le voir, là l'attaque MS, les deux attaques MS, pour le coup, n'ont ciblé aucun site militaire. C'est dans une zone résidentielle. Voilà, ça c'est pour Sévastopol. C'est même pas le port de Sévastopol, c'est une zone résidentielle. Et là, on a la vidéo ici. La vidéo, elle dure 2 minutes, hein. Je ne vais pas vous montrer tous les détails, mais vous avez vu, c'est zone résidentielle. Alors là, autre article, le 3 août, des réservoirs de carburant ont pris feu près de Rostov, après une attaque de drone. Alors là, c'est dans la région de Rostov.
Rostov, c'est là où il y a le fameux port militaire qui abrite des sous-marins et des bateaux. Et d'ailleurs, on va parler juste après du sous-marin Rostov-on-Don, hein, qui a encore fait parler de lui. Donc là, il n'y a eu aucun blessé, aucun mort. Donc au total, 75 drones ont été abattus dans 7 régions russes dans la nuit du 3 août. Alors, il y a eu des incendies et également un dépôt pétrolier sur Belgorod. Donc voilà, donc dans la région de Rostov et Belgorod. Donc il y a eu quand même un dépôt pétrolier dans Belgorod qui a été touché, et ainsi que dans la région de Rostov. Là, au 4 août, les forces armées ukrainiennes ont tiré 12 missiles Attack-MS et Storm Shadow sur Lugansk. Donc là, c'est en Ukraine. Donc 12 missiles en tout, et sur les 12 missiles, 8 missiles Attack-MS et 4 Storm Shadow. Donc il est à noter que 4 missiles avaient été abattus par le système de défense aérienne. Les frappes ont touché les entrepôts où se trouvaient les réservoirs de carburant et zones résidentielles. Voilà, bon, donc ça a touché des zones résidentielles et ainsi que des territoires des réservoirs de carburant. Là, cette fois, c'est dans la région de Lugansk. Donc comme on peut le voir, très très forte attaque. C'est rare, hein, des attaques si fortes. Drone, attaque MS, Storm Shadow. Donc là, on a tout, hein. Là, c'est missiles balistiques, attaque MS, et Storm Shadow, missiles de croisière. Donc les Ukrainiens se battent toujours avec acharnement. Et bon, bien sûr avec acharnement, mais pourquoi ils n'envoient pas tous ces missiles, tous ces drones sur la zone de front? Pourquoi ils les envoient en attaque presque terroriste, j'ai envie de vous dire? Alors, presque. Parce que les dépôts de carburant, bon, bah, les dépôts de carburant, souvent, sont pas très éloignés des villes, ou voire même des fois sont dans des villes. Mais les zones résidentielles, bah, là par contre, c'est des attaques terroristes. C'est aussi simple que ça. Pourquoi ils n'utilisent pas tout ça sur le front pour avoir une quelconque efficacité? Pourquoi? Bah parce que cibler des zones fixes, là où il n'y a pas de système antiaérien et d'avions qui pourraient détruire les missiles, bah c'est beaucoup plus facile. Voilà. Et puis ça fait de la com. Hein. Sauf que vous avez noté sur BFM, LCI, personne ne parle de ces attaques. Là, moi, je l'ai su parce que je lis les journaux russes, mais sinon, ils n'en parlent pas dans les grands médias de cette grande attaque ukrainienne. C'est à se demander pourquoi d'ailleurs. Alors là, on va parler du sous-marin russe Rostov-on-Don qui avait fait parler de lui il y a de cela un moment, puisque le 18 septembre 2023, ce sous-marin a été attaqué par 2 missiles Storm Shadow qui ont fait 2 trous dans le sous-marin. Et donc Kiev, à cette époque, disait qu'il l'avait détruit. Donc voilà, donc 18 septembre 2023, trou béant dans la coque. Voilà, et que lit-on pour Rostov-on-Don, le sous-marin, hein. Donc un trou ici, un trou là. Donc que lisait-on à l'époque? Les photos montrent de graves dégâts sur le sous-marin qui a été touché le 13 septembre. Le CIT a estimé que le sous-marin avait été touché à 2 reprises, perçant sa coque résistante. Il a cité un analyste naval qui a déclaré que les dégâts vont très probablement rayer le sous-marin de la flotte russe de la mer Noire jusqu'à la fin de la guerre. Tout effort visant à remettre le sous-marin en service prendra probablement de nombreuses années et coûtera des centaines de millions de dollars, ont déclaré les services de renseignement britanniques. Ah, les services de renseignement britanniques, attention, hein. Ils sont très très forts, hein.
Alors, vous avez bien lu? Très bien, allez, on passe à maintenant. Et là, on va passer à un article de Forbes qui, lui, date du 3 août. Donc, ça vient de sortir. Alors, évidemment, pour les connaisseurs qui ne sont pas fanatiquement pro-Ukraine, c'est extrêmement drôle. Pour ceux qui n'y connaissent rien, bah, même pour cela, c'est drôle aussi. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, il y a eu une nouvelle affaire, le Rostov-on-Don, qui a été complètement détruit, il a coulé même. Alors je vous lis ça, Forbes. Il est possible qu'un missile ukrainien ait fait exploser le sous-marin russe Rostov-on-Don pour la deuxième fois en 11 mois. Si cette frappe était confirmée, elle serait extrêmement embarrassante pour la flotte russe de la mer Noire déjà malmenée. Alors déjà, évidemment, quelqu'un là qui débarque, il lit l'article, il dit quoi? Un sous-marin qui a explosé 2 fois en 11 mois? Si, S'il a explosé la première fois, comment il a pu se reconstituer pour exploser une deuxième fois? Alors évidemment, le ridicule de la chose, et vous allez voir à quel point c'est difficile de mener une propagande de désinformation tout en essayant quand même de dire ce qui se passe dans la réalité. Vous allez voir à quel point les grands médias ont du mal à danser sur cette corde, on va dire, très fine. Alors, vous avez déjà lu l'article. Voilà, alors ça c'était il y a 11 mois, donc les deux frappes de Storm Shadow le 18 septembre 2023. Que lit-on? Samedi, ou juste avant, le Rostov-on-Don, un sous-marin de 10 ans, se trouvait dans le port de Sévastopol en Crimée occupé par la Russie lorsqu'un missile ukrainien apparemment a filé à bord. Bon, ça c'est les traductions bidons, donc la tapé quoi. À la suite de l'attaque, le sous-marin a coulé, a affirmé le ministre ukrainien de la Défense. Bon, vous notez quand même, parce qu'il faut être objectif, euh, il est possible qu'un missile ukrainien, donc quand même, on emploie le conditionnel, hein. Petite précaution journalistique. Voilà. Donc là, ils disent a affirmé le ministre ukrainien de la Défense. Eux, ils affirment toujours n'importe quoi, hein. Comme les A-50, l'équivalent AWACS qui a été détruit. Je vous ai montré que c'était du grand n'importe quoi dans des précédents points sur l'Ukraine, ou les missiles hypersoniques Kinjal détruits par des patriotes. Je vous l'ai démontré en reprenant les mots mêmes de Yuri Ignat, le porte-parole de l'armée aérienne ukrainienne. Je vous avais montré ses propres paroles qui démontaient tout ça. Donc c'est pour vous dire qu'on est toujours dans la propagande caricaturale. Et le ministre ukrainien de la Défense dit toujours que de la propagande, bien sûr. Continuons. Les images satellites de Sévastopol, prises au lendemain de l'attaque présumée, vous voyez, encore précaution, sont intéressantes mais peu concluantes. Elles peuvent montrer les dégâts causés par la frappe de missiles, mais pas nécessairement. Vous notez toutes les précautions journalistiques prises par Forbes, parce qu'évidemment, ils ont déjà été douchés une première fois. Chat échaudé craint l'eau froide. Donc Forbes, cette fois, prend toutes les précautions. Si de meilleures images ou d'autres preuves confirment le naufrage, cela représentera une perte profondément embarrassante pour la flotte de la mer Noire. Donc là, ils essayent de mordre, mais là, ils essayent de mordre concernant la Russie, parce qu'il faut quand même le dénigrer la Russie, mais quand même, on prend des précautions journalistiques d'usage, hein, parce que vous voyez un petit peu comment ils se préservent, hein. Alors, les Russes ont continué à travailler sur le Rostov-on-Don, manifestement déterminés à remettre le navire dévasté en service sur le front. Les travaux se sont poursuivis, alors même que le reste de la flotte noire se retirait des ports de Crimée de plus en plus vulnérables et se redéployait vers les ports du sud de la Russie, comme à Novorossiysk, hein. Tous les bateaux, etc., ont été presque tous ont été rapatriés sur le port de Novorossiysk.
Cet été, le sous-marin de classe Kilo, c'est-à-dire le Rostov-on-Don, presque seul à Sébastopol, sa coque réparée, il aurait quitté la cale sèche en juin pour des essais provisoires dans le port. Donc il a été réparé. Ça a mis 11 mois, mais il a été réparé. Notez qu'avant, dans Newsweek, les analystes nous disaient bon bah ça y est, il a été rayé de la carte le sous-marin. Vous vous souvenez? Là, tout effort visant à remettre le sous-marin en service prendra probablement de nombreuses années. Les services britanniques du renseignement. Et là, bah, on apprend qu'il a été réparé et ça a pris 11 mois. Voilà. Alors là, le ministre de la Défense de Kiev s'est montré confiant dans les résultats. Un sous-marin russe a coulé au fond de la mer Noire. Donc vous voyez, Kiev est très catégorique. Il a coulé au fond de la mer Noire. Mais là, que nous dit Forbes dans leur dernière phrase, nous autres, dans le sens nous autres les journalistes, nous devons attendre les preuves tangibles que Rostov-on-Don a subi l'immense honte d'avoir explosé 2 fois en 11 mois. Alors, vous voyez, ils sont obligés de mordre quand même la Russie. Faut quand même faire une petite pique à la Russie, ça c'est obligatoire. On reste dans un grand média occidental quand même. Mais, comme ils ont été douchés la première fois, vous avez noté toutes les précautions. Alors là, j'ai un petit peu insisté sur ce fait-là. Ça faisait longtemps que j'avais pas repris les propagandes ridicules de Kiev, mais à force que les journalistes et les grands médias occidentaux perdent de la crédibilité parce que avant ils reprenaient directement les dires de Kiev et ils présentaient ça comme des faits acquis, et bien maintenant les grands médias occidentaux prennent toutes les précautions d'usage. Bah oui, parce que à force de se faire ridiculiser, ils en ont un petit peu marre. Donc à force de croire Kiev sur parole, maintenant ils disent peut-être, nous verrons bien, etc. Ça c'est bien, ils prennent la bonne tendance. Enfin, et j'en finirai là, on va reprendre un article de TASS, c'est-à-dire l'agence de presse russe du 24 janvier 2024, qui nous disait le sous-marin endommagé de Rostov-sur-le-Don sera réparé d'ici fin juin. Donc effectivement, il a été endommagé le 18 septembre 2023 et donc ça avait été reconnu par la Russie, bien sûr. Et là, ils avaient dit donc quelques mois plus tard qu'il allait être réparé fin juin. Et au final, bah, c'est exactement ce qui s'est passé. Bon, il a été réparé en réalité en juillet. Mais vous voyez, c'est quand même assez précis comme planning de réparation. Ce qui prouve déjà pour celui qui regardait les informations russes, on savait que le Rostov sur le Don n'était pas explosé, il n'était pas détruit, contrairement à ce que disait Kiev. Le 13e chantier naval est le principal entrepreneur pour la révision, mais le chantier naval de l'amirauté qui a construit le sous-marin participe également à déclarer la source. 24 janvier, les réparations du sous-marin diesel électrique endommagé Rostov-sur-le-Don du projet 636 de la flotte mer Noire seront achevées en juin 2024, a déclaré TASS, une source du complexe militaro-industriel. Voilà. Et donc là, ils disent que les chantiers navals de Sébastopol le chantier naval de Sébastopol achèvera les réparations du Rostov-sur-le-Don et éliminera les dommages infligés du 13 septembre 2023 par une frappe de missiles de croisière ukrainienne sur l'entreprise d'ici la fin du premier semestre de l'année, a déclaré la source. Donc vous voyez, déjà dès le début, on savait que le Rostov-sur-le-Don n'était pas complètement explosé. Et au miracle, c'est exactement ce que je vous disais à l'époque, puisque à l'époque, je vous avais montré les photos qui avaient été montrées par les Russes, comme quoi le sous-marin n'avait pas été détruit. Mais là, par contre, c'était vrai, il avait été très fortement endommagé, mais en aucun cas explosé, détruit ou coulé, comme le disaient les Ukrainiens le 13 septembre 2023. Donc là, je ne dis pas que les Ukrainiens à 100% mentent, mais comme ils ont un historique de mensonges tellement systématique
est énorme, eh bien, on va dire qu'il y a 98% de chances que l'information soit complètement fausse, comme ce fut le cas déjà. C'est pour ça que Forbes disait que le sous-marin avait explosé 2 fois en 11 mois. 2 fois il explosait. C'est très drôle comme expression. Voilà, bon, j'en aurais fini là-dessus. Donc, il n'y aura pas de conclusion. Donc, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. C'est important pour moi. Éventuellement, un petit don, lien dans la description. Cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Et toujours, soyez curieux.